Le vent froid de l'après-guerre balayait les plaines dévastées de l'Europe. Un chaos indescriptible régnait, fait de ruines fumantes, de millions de déplacés et de la soif d'une vengeance amère mais compréhensible. Pourtant, au milieu de ces décombres, un paradoxe historique d'une intensité déchirante a émergé. Un mystère qui défie la logique de la haine et de la rétribution. Des hommes, hier encore l'incarnation de l'ennemi, les soldats vaincus de la Wehrmacht, se sont agenouillés non pas devant leur libérateur, mais devant leur geôlier. Imaginez la scène. La France, une nation occupée, humiliée et ravagée, tient enfin les clés du destin de milliers de ses bourreaux. La justice, la punition, auraient dû être les seules paroles échangées. Et pourtant, le murmure qui s'est élevé des camps n'était pas celui de la protestation ou de la soif de liberté, mais une supplique poignante. Laissez-nous rester. Maintenez-nous sous votre garde. Comment une nation fraîchement libérée, dont le sol portait encore les cicatrices profondes de l'occupation nazie, est-elle devenue le refuge désespéré de ses propres adversaires? Qu'est-ce qui pouvait bien terrifier à ce point ces hommes de retour vers leur foyer, au point de préférer l'incertitude et la pénibilité d'un camp français à la liberté retrouvée? C'est une histoire de survie nue, de calcul géopolitique froid, mais surtout une histoire profondément humaine qui nous rappelle qu'au fond de l'abîme de la guerre, les lignes entre bourreaux et victimes, entre haine et humanité, peuvent devenir tragiquement floues. Nous allons lever le voile sur cette réalité bouleversante, en plongeant dans les archives et les témoignages de l'époque, pour comprendre pourquoi la captivité française était, pour beaucoup, le seul espoir de salut. Avant de plonger dans cette vérité implacable, nous avons besoin de votre soutien pour continuer à révéler ces pages d'histoire oubliées. Si ce sujet vous passionne et vous émeut, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations, et surtout, de nous dire dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous regardez cette chronique. Votre participation est vitale. Maintenant, ouvrons la porte des camps de prisonniers et écoutons les suppliques de ceux qui refusaient de rentrer chez eux. Le 8 mai 1945, l'Europe respire un souffle de cendres et de soulagement amer. Le ciel, après 6 années de déchirement, semble ironiquement plus bleu, mais le sol, lui, est jonché des débris d'une civilisation. La France est à genoux, mais libre. Des millions de soldats allemands, désormais désarmés, constituent une masse humaine stupéfiante, un problème logistique, politique et moral colossal pour les Alliés. Les Américains et les Britanniques, submergés par le nombre de redditions, cèdent une part substantielle de cette moisson inattendue à la France, la nation la plus blessée de l'Ouest. C'est là que l'histoire bascule, sur la terre française meurtrie. Ces hommes, entassés dans des enclosures provisoires, souvent de simples champs barbelés, sous une garde minimale, n'étaient initialement préoccupés que par la faim, le froid et la perspective d'une vengeance légitime. Pourtant, au fil des mois de détention, à mesure que l'organisation du retour au pays commençait à prendre forme, une anxiété sourde, puis une panique ouverte, a commencé à se propager parmi eux. Ce n'était plus la captivité qui les rongeait, mais la liberté elle-même. La France, pour ses soldats vaincus, n'était pas l'ogre sanguinaire qu'ils attendaient. Oh, certes, la haine était palpable chez certains gardiens. Les rancœurs de l'occupation s'exprimaient parfois par des privations ou des humiliations. Mais dans l'ensemble, le traitement, bien que rude et spartiate, la France elle-même était affamée et ruinée, était structurée et, d'une certaine manière, prévisible. Ils recevaient une ration, un toit, une fonction, souvent comme main-d'œuvre forcée pour déminer les plages ou reconstruire les ponts. C'était un avenir limité, certes teinté de l'amertume de la défaite, mais c'était un avenir ordonné. L'Allemagne, en revanche, était une chimère terrifiante, un spectre. Le véritable poison qui a instillé la peur dans l'âme du soldat allemand captif était la géopolitique implacable des vainqueurs, cette force abstraite et cruelle qui découpait leur patrie vaincue. La nouvelle filtrait, d'abord par des murmures tremblants, puis par des témoignages glaçants de nouveaux arrivants ou de quelques évasions ratées. L'Allemagne n'était plus unie, elle était divisée en zones d'occupation. La zone soviétique, à l'Est, était devenue pour quiconque avait combattu sur le front de l'Est, la zone de carnage la plus intense, une menace existentielle absolue. Les récits qui parvenaient au camp français parlaient de représailles brutales,
d'arrestations arbitraires, de purification idéologique et surtout de déportations massives vers le goulag pour le moindre soupçon de culpabilité, même pour de simples soldats de la Wehrmacht. Pour un soldat allemand, se voir notifier un transfert imminent vers la zone d'occupation soviétique via une procédure administrative alliée était souvent perçu comme un arrêt de mort ou, pire, comme la promesse d'une décennie de travaux forcés dans l'inhumanité sibérienne. Le protocole d'échange entre les puissances victorieuses devenait ainsi pour les prisonniers l'instrument de leur terreur. Ceux qui provenaient des provinces de l'Est, Prusse orientale, Silésie, Poméranie, n'avaient plus de chez-soi où retourner, ces territoires étant désormais annexés par la Pologne ou l'Union soviétique, vidés de leur population allemande. Leur retour n'était pas un simple retour, mais un exil au sein même de leur nation en lambeaux. Un déracinement brutal, doublé de la peur de la famine dans une Allemagne occidentale surpeuplée et en pleine désorganisation. La France, malgré le travail forcé dans ses mines et ses champs, offrait la sécurité géographique de l'Ouest, la promesse tacite de rester sous un régime démocratique et, in fine, la possibilité d'être libéré dans les zones d'occupation occidentale de la future Allemagne de l'Ouest. Ce calcul froid de survie, où l'humiliation de la captivité surpassait le danger mortel du retour, est le fondement même de ce paradoxe historique. Les larmes, les supplications, les lettres désespérées adressées aux commandants de camps français n'étaient pas un caprice, mais l'expression la plus crue de l'instinct de survie face au gouffre de l'après-guerre, un abîme que même la France vaincue semblait moins terrifiant. La France de 1945 n'était pas seulement en quête de justice, elle était en quête de survie économique. La guerre avait laissé un héritage de destruction matérielle colossale. Ports minés, ponts détruits, usines arrêtées, et surtout, un déficit abyssal de main-d'œuvre masculine valide. Des centaines de milliers de Français étaient morts, d'autres blessés ou traumatisés, et le pays avait besoin de bras, de forces physiques brutes pour déblayer les champs de ruines et relancer la machine industrielle. C'est dans ce contexte de nécessité impérieuse que les prisonniers de guerre allemands, perçus d'abord comme des symboles de l'oppression passée, ont été rapidement reclassés en tant que ressources vitales pour la reconstruction nationale. Ce changement de perspective, froidement pragmatique, est l'une des clés de notre paradoxe. Pour le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle, le maintien et l'utilisation de cette main-d'œuvre gratuite ou quasi gratuite était une évidence stratégique. Les prisonniers allemands furent affectés aux tâches les plus dangereuses et les plus ingrates. Le démineur allemand, souvent un jeune homme ayant servi dans l'infanterie sans avoir commis de crimes de guerre majeurs, est devenu une figure tragique et essentielle. Des dizaines de milliers d'hommes ont été envoyés sur les plages de l'Atlantique ou dans les champs de bataille pour désamorcer les explosifs laissés par leur propre armée. C'était un travail mortel. Plus de 2000 prisonniers sont morts dans cette seule tâche entre 1945 et 1947. Mais pour la France, c'était le prix de la sécurité et du rétablissement. Dans les mines du Nord et de l'Est, cruciales pour l'énergie du pays, leur présence était si vitale que les autorités françaises retardaient sciemment le processus de rapatriement, au grand désarroi des alliés occidentaux qui voulaient clore ce chapitre. Cette nécessité française de main-d'œuvre a créé, sans le vouloir, un lien de dépendance mutuelle et, plus important encore, une forme de stabilité pour le prisonnier allemand. Celui-ci, en travaillant, se sentait utile, une sensation oubliée et profondément humaine. Contrairement au chaos et à l'absence de perspective qui régnait en Allemagne, ici, il y avait un travail, un objectif journalier et une place, même temporaire, dans un ordre social en reconstruction. Certains, employés dans des fermes isolées ou des chantiers de construction, ont même développé des relations de travail complexes, parfois teintées de respect, avec les civils français. Le Landwirt, l'agriculteur français, voyait le prisonnier non plus comme un envahisseur, mais comme un ouvrier fiable, une aide indispensable face à la pénurie. Ces micro-relations, loin des hautes sphères de la politique, ont souvent été le terreau de l'idée que rester en France était non seulement une sécurité contre l'Est, mais aussi une opportunité de payer sa dette et d'attendre des jours meilleurs dans un environnement organisé. La captivité se transformait alors en un exil ordonné et productif, préféré à l'anarchie potentiellement fatale de leur patrie déchue. Pour comprendre l'attachement paradoxal des prisonniers à leur captivité française,
Il est impératif d'examiner le réseau global de détention établi par les Alliés après la capitulation du Reich. Les conditions de vie des prisonniers de guerre allemands, PGA, variaient drastiquement d'un pays à l'autre, et cette disparité était largement connue et discutée au sein des barbelés. La perspective de transfert hors de la France n'était pas neutre. Elle représentait souvent un saut dans l'inconnu, potentiellement bien plus sombre. C'est en faisant cette cruelle comparaison que l'on commence à comprendre pourquoi la France, malgré ses propres difficultés et les rancœurs légitimes, est devenue un refuge. Les camps américains, notamment les vastes Rheinwiesenlager situés sur le sol allemand, étaient tristement célèbres pour leur désorganisation initiale, leur surpopulation extrême et surtout l'application très stricte de la classification des prisonniers comme DPE, Disarmed Enemy Forces ou Forces Enemies désarmés, ce qui annulait les protections de la Convention de Genève, en particulier concernant les rations et les conditions de logement. Des milliers de prisonniers y sont morts de maladie, de faim ou d'exposition aux éléments, entassés à ciel ouvert. De même, la captivité britannique, bien que plus ordonnée, signifiait pour beaucoup un éloignement géographique plus grand, souvent avec des perspectives de rapatriement lointaines et complexes. Mais c'est bien sûr la perspective d'un transfert vers l'Est, sous administration soviétique, qui suscitait une terreur panique et sans équivoque. Les camps du NKVD en URSS étaient synonymes de mort lente par famine, de tuberculose et de travaux forcés dans des conditions climatiques et humaines insoutenables. Face à ces alternatives terrifiantes, les camps français, malgré leurs défauts et les privations, offraient une relative prévisibilité du malheur. La France, même pauvre, restait un État de droit occidental, soumis, du moins en théorie, à une certaine surveillance internationale. Les rations, bien que souvent en dessous des standards nécessaires pour les travaux forcés, étaient généralement régulières, et la mortalité, bien que présente, était sans commune mesure avec celle des camps surpeuplés des berges du Rhin ou des goulags. Pour le prisonnier allemand moyen, qui avait déjà enduré des années de guerre et de peur, le calcul était simple et brutal. La survie passait par la proximité des alliés occidentaux. Rester sous l'autorité française, même au prix de l'humiliation et de la servitude laborieuse, était une garantie de facto de ne pas être livré à l'Est, de ne pas mourir de faim en Allemagne dévastée, ou de ne pas périr de dysenterie dans les fosses boueuses des camps de transit. Les suppliques des prisonniers n'étaient donc pas un acte d'amour pour la France, mais un acte de foi désespéré dans la logique froide et calculatrice d'une nation qui, malgré ses blessures, restait ancrée dans l'Occident. La question de la survie physique était intimement liée à une lutte plus sourde, celle de la survie morale et de la réhabilitation identitaire. Après l'effondrement du Reich, le soldat allemand ordinaire se retrouvait face à un vide abyssal. Le système de croyances qui avait structuré sa vie pendant 12 ans s'était révélé une monstruosité absolue. Et la défaite avait transformé la fierté militaire en honte collective. Pour ces hommes, l'incertitude du retour en Allemagne ne résidait pas seulement dans les bombes et la faim, mais dans la nécessité de se confronter à la culpabilité nationale et au processus chaotique de la dénazification. Rester en captivité française offrait pour certains un lieu psychologique pour commencer, même involontairement, le long chemin de la désintoxication idéologique. Dans les camps de PGA en France, il existait une stratification sociale et morale complexe. Les gardiens français et les officiers de camp n'étaient pas insensibles à la distinction entre le soldat régulier de la Wehrmacht, souvent mobilisé de force et démoralisé, et le fanatique de la SS ou le criminel de guerre avéré. Cette distinction, bien que souvent imparfaite, donnait un espoir aux prisonniers. L'idée qu'ils pouvaient prouver leur non-complicité active, ou du moins leur statut d'exécutant sans conviction. Le travail forcé, bien qu'éprouvant, prenait parfois une tournure de pénitence publique et visible. En déminant une plage normande ou en reconstruisant une école bretonne, le prisonnier allemand effectuait un acte de réparation tangible sur le sol de la victime. Cet effort visible, loin de l'anonymat d'une cellule de dénazification en Allemagne, permettait de commencer à forger une nouvelle identité, celle de l'ouvrier, du reconstructeur, plutôt que celle de l'envahisseur. De plus, la culture politique française, même dans la rigueur de l'après-guerre, était radicalement opposée au nazisme, offrant un environnement où les anciennes idéologies ne pouvaient pas se régénérer facilement. Certains camps français ont même mis en place des programmes d'éducation et de réorientation idéologique,
visant à préparer les prisonniers à la démocratie. Si ces efforts étaient souvent motivés par un désir de rééduquer l'ennemi, ils étaient perçus par les prisonniers comme une chance de recevoir une carte de bonne conduite politique. Revenir en Allemagne avec un certificat de travail et une attestation de bonne conduite émis par les autorités françaises était un atout inestimable pour naviguer dans le labyrinthe de la dénazification alliée. Leur supplique de rester n'était donc pas seulement un réflexe de survie physique face à la faim ou à l'Est, mais aussi un refuge psychologique face au poids écrasant de leur propre histoire. Une tentative d'utiliser la captivité comme un pont vers une vie future acceptable dans l'Allemagne d'après-guerre. L'histoire des prisonniers allemands suppliant de rester sous la garde française ne peut être comprise sans explorer l'arène la plus inattendue du conflit post-guerre. Les interactions humaines directes qui se sont développées, souvent contre toute attente, entre les gardiens français et les captifs. Sur le papier, les relations auraient dû être marquées uniquement par la haine, la vengeance et la méfiance. La France avait subi une occupation brutale, et la mémoire des otages fusillés, des villages rasés et de la rafle du Veldive était encore fraîche, presque vivante. Pourtant, dans le quotidien des chantiers de reconstruction et des fermes isolées, une réalité grise et complexe a émergé, éclipsant la rhétorique enflammée. Les gardiens français, souvent d'anciens combattants, des résistants ou de simples réservistes appelés pour la surveillance, étaient eux-mêmes épuisés par la guerre. Le désir de vengeance était tempéré par la fatigue, par la nécessité de reconstruire et par une reconnaissance silencieuse de la misère partagée. Le prisonnier allemand n'était plus, après des mois de captivité, l'image idéalisée de l'Übermensch nazi. Il était un homme affamé, portant des vêtements en lambeaux, souvent jeune et manifestement soulagé d'avoir survécu au front russe. Cette proximité forcée a permis de dissoudre lentement les caricatures. Des petits actes de tolérance, de la part des gardiens, sont devenus courants. Ignorer un troc illégal de nourriture contre une cigarette, autoriser une lettre supplémentaire à la famille, ou même partager un moment de silence devant la tâche de déblaiement d'une maison détruite. C'étaient des micro-négociations de l'humanité, des ponts jetés au-dessus de l'abîme de la guerre. La main-d'œuvre agricole, en particulier, a créé des liens singuliers. Dans la France rurale, où chaque bras comptait, le prisonnier était souvent logé dans la ferme même, sous la surveillance directe de la famille française. Ces hommes travaillaient aux champs aux côtés de femmes et d'hommes français âgés, dont les propres fils étaient morts au combat ou étaient encore prisonniers en Allemagne. Dans ce cadre intime, le prisonnier n'était plus un ennemi abstrait, mais Hans, qui répare le tracteur, ou Wilhelm, qui aide à la moisson. Des témoignages poignants racontent comment les prisonniers recevaient des suppléments de nourriture de la part de l'hôtesse, comment les enfants du fermier s'attachaient à eux, ou comment, le soir venu, on partageait un peu de vin. Bien sûr, la peur et la méfiance restaient sous-jacentes, et la hiérarchie était claire, c'était une servitude. Mais cette servitude était enveloppée, pour certains, d'une chaleur humaine inattendue et réconfortante, une bouffée d'air frais comparée à l'environnement brutal et impersonnel des grandes enclosures américaines ou à la terreur d'un retour à l'Est. Ces interactions ont eu une double répercussion. Pour les Français, elles ont marqué le début, involontaire et douloureux, d'une réconciliation par le bas, par la nécessité et l'empathie, posant les premières pierres de ce qui deviendra l'entente franco-allemande. Pour les prisonniers, la France est devenue plus qu'une prison. Elle est devenue une terre d'accueil provisoire, où ils pouvaient percevoir, à travers les yeux de leurs gardiens et de leurs employeurs civils, une once de respect pour leur travail, même contraint. Ce respect, cette reconnaissance de leur utilité, était d'autant plus précieux qu'en Allemagne, ils n'étaient attendus que par la honte, le chaos et le danger. Leur supplique de rester était donc aussi une supplique pour conserver cette parenthèse d'humanité dans un monde post-apocalyptique, pour rester sous le regard de personnes qui, ayant été les plus lésées, étaient paradoxalement les premières à offrir une chance de rédemption par l'effort et le travail. Le poids de ces relations quotidiennes, simples et vitales, était plus lourd que toutes les décisions politiques prises à Yalta, et il a cimenté leur désir acharné de ne pas être transférés. Le maintien prolongé de centaines de milliers de prisonniers de guerre allemands, bien après la cessation des hostilités et l'application stricte des conventions internationales, a placé la France face à un dilemme moral et éthique extrêmement complexe.
D'une part, il y avait la soif de justice et l'obligation de mémoire envers les victimes de l'occupation nazie. D'autre part, il y avait la nécessité économique criante, légitimée par le principe de réparation en nature. Le gouvernement français, par pragmatisme et nécessité, a sciemment interprété la Convention de Genève de 1929 de manière extensive, maintenant les prisonniers sous un statut de travailleurs forcés, souvent dans des conditions proches de la servitude, bien au-delà de la période initialement prévue pour leur rapatriement. Cette ambiguïté légale et morale est essentielle pour comprendre la dynamique de la supplique des prisonniers. L'État français, en utilisant les PGA comme main-d'œuvre pour la reconstruction, justifiait cette rétention par le fait que l'Allemagne n'avait pas encore de gouvernement reconnu et qu'elle n'était pas en mesure d'assurer la sécurité et l'alimentation de ses anciens soldats. Cependant, cette position était régulièrement critiquée par les autres alliés, notamment les États-Unis, qui réclamaient la fin rapide de la captivité. Le fait est que la France était dans une position de faiblesse économique et politique, et la force de travail allemande était son seul levier de réparation immédiate. Les prisonniers étaient le capital humain de la France dévastée. Cette instrumentalisation, bien que moralement discutable et souvent dure pour les prisonniers, offrait une certitude. Tant que la France avait besoin d'eux, ils resteraient en Occident et ne seraient pas livrés aux horreurs de l'Est. Cette situation a créé une boucle de dépendance paradoxale. La France, en prolongeant leur captivité, ne pouvait ignorer complètement le bien-être de ses travailleurs forcés, car un ouvrier affamé ou malade était un ouvrier improductif. Les conditions, tout en restant dures, devaient donc rester au-dessus du seuil de l'effondrement total. Pour le prisonnier, cette nécessité française était une police d'assurance-vie. Ils savaient que leur valeur en tant qu'outil de reconstruction était ce qui les protégeait le plus efficacement. Les cas de prisonniers, notamment ceux originaires des zones orientales, suppliant activement de signer des contrats de travail civil pour prolonger leur séjour après la fin officielle de leur statut de prisonnier, ne sont pas anecdotiques. Ils préférèrent de loin le statut de travailleur étranger sous contrat, même mal payé et strictement encadré, en France, plutôt que de faire face au vide, à la faim et à la dénazification punitive qui les attendait de l'autre côté du Rhin. La France, en exerçant son droit de vainqueur, a involontairement offert une ancre de salut dans l'océan de l'après-guerre. La fin officielle des combats, loin de marquer la fin de l'angoisse pour les prisonniers de guerre allemands, a simplement remplacé la peur des balles par une terreur d'une nature nouvelle. La peur du futur géopolitique de l'Allemagne, déchirée entre les blocs émergents de l'Est et de l'Ouest. En 1946 et 1947, alors que les tensions entre les anciens alliés, les soviétiques d'un côté, les anglo-saxons et les français de l'autre, montaient en flèche, l'Allemagne cessait d'être un pays vaincu pour devenir la ligne de front idéologique d'une nouvelle guerre froide. Les prisonniers de guerre allemands en France étaient des observateurs privilégiés de cette fracture, et leur supplique de rester était une tentative désespérée de se positionner du bon côté du rideau de fer naissant, ce rideau qui allait bientôt scinder l'Europe et leurs nations. Le processus de rapatriement était loin d'être un acte simple de libération. Il était un acte politique, chaque soldat libéré étant potentiellement un citoyen de l'une des futures Allemagnes. Les prisonniers originaires des régions désormais sous occupation soviétique ou polonaise, la Prusse, la Poméranie, la Silésie, savaient que leur retour dans ces zones était synonyme de déportation vers l'Est, de travaux forcés prolongés ou, au mieux, d'une vie sans ressources dans une Allemagne de l'Ouest déjà surpeuplée par les Heimatvertriebenen, expulsés. Pour ces hommes, la captivité française, même avec ses privations, représentait un garde-fou géographique absolu. Rester sur le territoire français, c'était l'assurance quasi certaine d'être libéré, in fine, dans les zones d'occupation occidentale, américaine, britannique ou même française, ce qui permettrait d'échapper au sort funeste réservé aux prisonniers tombés entre les mains soviétiques. Or, la France, à cette époque, était elle-même en proie à une intense instabilité politique et administrative. Le processus de rapatriement, géré par une bureaucratie lente, désorganisée et souvent en conflit avec les impératifs économiques du pays, la nécessité de conserver la main-d'œuvre, a été incroyablement prolongé. Ce qui était une incompétence administrative aux yeux des observateurs internationaux est devenu, aux yeux de nombreux prisonniers, une bénédiction inattendue. La lenteur française était leur bouclier contre l'Est.
Chaque mois gagné en captivité était un mois de plus loin du danger soviétique et un mois de plus dans l'attente que la situation en Allemagne de l'Ouest se stabilise et que le processus de dénazification se clarifie. Il suppliait les officiers français non pas de les libérer, mais de retarder leur dossier de rapatriement, d'ignorer les injonctions alliées, de les affecter à de nouveaux chantiers lointains. On a vu des scènes déchirantes où des prisonniers allemands simulaient des maladies, inventaient des complications administratives concernant leurs papiers d'identité, ou même prenaient le risque de s'évader brièvement juste pour se faire reprendre et ainsi perturber leur processus de transfert imminent. Cette résistance active à la libération, ce refus de l'émancipation, est l'un des aspects les plus contre-intuitifs de cette histoire. Le statut de prisonnier, normalement synonyme de privation de liberté et d'humiliation, était devenu le dernier rempart face à la catastrophe nationale et personnelle. Les autorités françaises, confrontées à ces suppliques, se retrouvaient dans une position paradoxale. Elles étaient à la fois les geôlières de la vengeance et les garantes involontaires de la sécurité de leurs captifs. L'émotion palpable dans les camps n'était plus la rage de l'enfermement, mais la peur panique d'une expulsion vers le chaos. De nombreux témoignages de l'époque attestent de cette confusion morale. Des officiers français racontent leur malaise face à des hommes qui, après des années de guerre et de captivité, implorèrent de rester en travaux forcés. Ce n'était pas un attachement à la France en tant que nation, mais un choix lucide et terrifiant entre deux mots, la rigueur ordonnée et occidentale du camp, ou le chaos meurtrier et oriental d'une patrie en ruine. La France, par sa position stratégique et ses besoins économiques, avait offert un limbo temporaire, une zone neutre entre l'enfer du goulag et l'anarchie morale et physique de l'Allemagne de la Stunde Nulle. C'est cette terreur, froide et calculatrice, de devenir le pion perdu de la guerre froide, de basculer dans la zone rouge, qui alimentait l'intensité désespérée de leurs suppliques. Ils implorèrent la France de les retenir non pas par amour, mais par instinct de survie face à la nouvelle menace totalitaire qui se dessinait à l'Est, menaçant de les engloutir s'ils franchissaient la mauvaise frontière. Les suppliques des prisonniers allemands, bien que motivées par la peur immédiate du rapatriement, ont eu des répercussions inattendues et profondes qui s'étendent bien au-delà des années 1940, jetant involontairement les bases d'une réconciliation franco-allemande durable et complexe. Le paradoxe de ces hommes implorant de rester a forcé les deux nations, à des niveaux différents, à transcender la pure logique de la vengeance et à reconnaître une humanité partagée dans la misère. La France, en utilisant les PGA pour sa reconstruction, a créé une interaction massive et prolongée entre sa population et l'ennemi vaincu, une expérience sans équivalent parmi les alliés occidentaux. Le facteur temps s'est révélé être un agent de guérison inattendu. La rétention prolongée des prisonniers, pour certains, jusqu'à 4 ou 5 ans après la fin de la guerre, a permis à la ferveur de la haine de s'éteindre progressivement. Les soldats allemands n'étaient plus les occupants en uniforme impeccable, mais des ouvriers fatigués, participant au redressement du pays qu'ils avaient contribué à détruire. Cette période de travail expiatoire a créé une mémoire commune du labeur, une reconnaissance tacite que la dette, bien que incommensurable, était en train d'être payée par l'effort physique. Dans les villages et sur les chantiers, les stéréotypes se sont effondrés face à la réalité quotidienne. Les Français ont vu en face les conséquences de la défaite pour l'Allemand ordinaire, et les Allemands ont fait l'expérience directe de la résilience et de la dignité du peuple qu'ils avaient opprimé. Ce n'était pas un pardon immédiat, mais une lente et douloureuse acceptation de l'autre dans le rôle du reconstructeur. L'impact psychologique sur les prisonniers rapatriés fut tout aussi significatif. Ceux qui ont passé plusieurs années sous administration française, s'étant acclimatés à la langue, à une certaine forme d'ordre occidental, et pour certains, ayant bénéficié de programmes de rééducation, sont revenus en Allemagne avec une perspective modifiée. Ils représentaient un groupe d'hommes qui, ayant choisi activement la sécurité de la captivité à l'anarchie de leur patrie, étaient psychologiquement et politiquement prédisposés à soutenir la nouvelle République fédérale d'Allemagne, RFA, et son intégration à l'Ouest. Leurs récits, souvent moins amers sur la captivité française que sur l'état de l'Allemagne, ont servi à légitimer l'alignement occidental de Konrad Adenauer. Leur expérience en France, paradoxalement, a facilité leur réintégration sociale et politique dans l'Allemagne de l'Ouest, les marquant comme des survivants ayant vu la lumière du système démocratique occidental, par opposition à ceux qui revenaient, brisés, de l'Est.
De plus, ces suppliques et cette rétention prolongée ont profondément marqué l'histoire diplomatique française. La France, ayant fait l'expérience de la dépendance économique à l'égard de la main-d'œuvre allemande, a commencé à envisager l'Allemagne non plus comme un ennemi à punir et à démembrer éternellement, mais comme un partenaire potentiel indispensable à la stabilité européenne. Cette réalité économique et humaine vécue dans les camps a été un facteur silencieux, mais puissant, dans les décisions politiques des années 1950, conduisant à la communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, et finalement à la construction européenne. Les milliers de vies allemandes sauvées d'un transfert à l'Est grâce à leur maintien sous garde française sont devenus, symboliquement, les premiers artisans involontaires de la paix. La supplique de rester fut ainsi un acte singulier de survie individuelle qui s'est transformé, contre toute attente, en un catalyseur historique pour la paix du continent, prouvant que même la vengeance peut, par la force du pragmatisme et du temps, céder la place à l'unité. Nous arrivons au terme de cette exploration d'un paradoxe qui continue de hanter les mémoires de l'après-guerre. Comment une prison est-elle devenue un refuge? La réponse, nous l'avons vu, n'est pas simple, mais s'articule autour de 3 piliers fondamentaux et implacables qui ont transformé l'humiliation de la captivité en un choix stratégique de survie pour des dizaines de milliers de soldats allemands. Le premier pilier était la terreur de l'Est, la menace existentielle du goulag, de la déportation et de la vengeance soviétique pour quiconque avait combattu sur le front oriental ou provenait des territoires désormais annexés. Le statut de prisonnier de guerre sous administration française offrait une garantie occidentale, un billet de non-retour vers l'enfer communiste, faisant de la France le rempart le plus proche contre un destin funeste. Le deuxième pilier était la cruauté du chaos, la peur de l'heure zéro, Stunde nulle, en Allemagne, un pays dévasté par les bombes, ravagé par la famine et l'anarchie morale. L'Allemagne n'offrait que l'incertitude, la honte de la dénazification et la misère matérielle. Face à cela, la captivité française, bien que synonyme de travail forcé, garantissait paradoxalement une certaine forme d'ordre, des rations minimales et un toit, offrant ainsi une survie physique dans un monde post-apocalyptique. Le soldat préférait l'ordre dur et prévisible de la servitude française à la liberté chaotique et mortelle de sa propre patrie. Enfin, le troisième pilier, le plus subtil et le plus humain, résidait dans le pragmatisme de la reconstruction. La France avait désespérément besoin de cette main-d'œuvre gratuite pour déminer ses champs, reconstruire ses infrastructures vitales et relancer son économie. Cette nécessité française a conféré à l'ancien ennemi une valeur utilitaire inattendue, une utilité qui protégeait sa vie. Les interactions quotidiennes, les petits actes de tolérance, le fait de payer la dette de la guerre par un travail visible et tangible sur le sol des victimes ont permis à ces hommes de commencer un processus de réhabilitation morale que l'anonymat et la punition administrative en Allemagne ne pouvaient pas offrir. Le contact forcé avec les civils français a lentement remplacé l'idéologie nazie par la reconnaissance de la misère humaine partagée. Ainsi, la supplique des prisonniers de guerre allemands de rester sous garde française n'était pas un acte d'amour pour leur geôlier, mais l'expression la plus lucide de l'instinct de survie face à la logique impitoyable de l'histoire. C'était le choix froid et calculé d'un homme qui, ayant perdu la guerre, cherchait désespérément à gagner la bataille de la survie. Ce paradoxe bouleversant, né de la terreur de l'Est et de la nécessité de l'Ouest, est un témoignage tragique de la façon dont, après la guerre, les frontières de l'ennemi sont devenues les lignes de démarcation de la sécurité. Et c'est dans cette boue, cette faim et cette peur partagée, que les fondations, fragiles et paradoxales, de la future réconciliation franco-allemande ont été, involontairement, jetées. Le souvenir de ces suppliques demeure une cicatrice et une leçon. Même dans la défaite la plus totale, la recherche désespérée de la sécurité peut transformer l'ennemi d'hier en l'ultime garant de la survie.